Pamam, 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 Canaro musique. Y'a you point ja, Fadil le sorcier. Give me the mic. Le but de Vincent Aboubakar à la 92e minute n'aura donc servi franchement à rien pour la suite de la compétition, concernant bien sûr les Lions indomptables du Cameroun. Une victoire symbolique sur le Brésil, un but à 0. La Suisse, de l'autre côté, a fait le job en s'imposant 3 buts à 2 face à la Serbie. Du coup, la Suisse, logiquement, donc, se retrouve en 8e de finale. C'est le débrief de ce match tant attendu, le plus suivi de ce premier tour. D'ailleurs, le dernier de ce premier tour de la 22e édition de Coupe du Monde de football. On parle bien sûr des phases de groupe. Alors, messieurs, toujours accompagné d'Ivan Kamoa et d'Alain René Ecola, avant d'entrer et parler tactique, parler revenir longuement, bien sûr, sur l'aspect purement tactique de cette rencontre. Messieurs, vos avis à chaud au sortir de cette victoire du Cameroun, 1 but à 0. Ivan Kamoa. J'ai envie de résumer cette rencontre en un seul mot, dommage. Dommage par rapport à notre entame de compétition qui avait été très timide, où on avait pourtant eu les moyens de réaliser un meilleur résultat que cette défaite face à la Suisse. Et malheureusement, aujourd'hui, au bilan comptable, on est obligé de ressasser ces occasions de la première période contre la Nati. Si on avait réussi à sortir de ce match avec au moins un match nul, aujourd'hui, je pense qu'on devait être des nations qui sont en train de jubiler leur qualification. Malheureusement, mais sur cette rencontre aussi, on a démontré une fois encore, et je pense que c'était le cas de ce programme que je le disais, que l'évolution dans le football montre que vous n'avez pas absolument besoin de dominer un match pour le gagner. Ça s'est encore vérifié aujourd'hui avec une équipe du Brésil qui a archi dominé pendant toute la rencontre, mais qui a fini par s'incliner dans les arrêts de jeu. C'est souvent ça. Et si vous regardez d'ailleurs les statistiques sur ce premier tour, vous verrez que beaucoup de rencontres ont été remportées par des équipes qui n'avaient pas forcément la possession. Donc dommage pour les Lions indomptables, mais je pense que c'est toujours mieux de sortir comme ça dans une compétition où on ne vendait pas cher la peau des Lions, ça il faut le dire. On sortait quand même de 2 Coupes du Monde, on a terminé respectivement 31e et 32e nation sur 32. Là on fait déjà bien mieux que les 2 dernières Coupes du Monde. On sort avec 4 points, un peu comme en 2002. Et ces 2 éditions qui se ressemblent, même si en 2002, il y a peut-être beaucoup plus de talent. Et je pense que cette victoire contre le Brésil lors de cette dernière sortie va être fondateur de beaucoup de choses, de bonnes choses à l'avenir, mais il suffira justement de capitaliser là-dessus. Alors, Denis Ecola, de quoi pouvez-vous qualifier cette victoire du Cameroun? Peut-être héroïque. Peut-être héroïque parce qu'on a été dominé dans le jeu par les Brésiliens. Ils ont été meilleurs que nous sur les différentes phases de jeu, sur les différentes zones même du terrain. Ils étaient meilleurs que nous techniquement surtout. Mais je crois que la volonté qu'ont eu les gars, la générosité qu'ils ont eu dans les efforts, l'envie de montrer au peuple camerounais qu'ils ont encore des arguments à faire valoir en termes de football et que tout ce qui a un peu émaillé leur préparation de ce match-ci n'était que des accidents et qu'ils peuvent s'adosser dessus pour pouvoir avancer. Donc les garçons ont tout donné, ils ont été assez solides, ils ont été assez solidaires les uns envers les autres et ils nous ont donc à la fin de la rencontre, comme un scénario digne d'un conte de fées, ils ont réussi à inscrire ce but sur un centre d'ailleurs de Ngom, qui est un joueur de notre championnat local ici au Cameroun, et à qui on tire un coup de chapeau. Après, évidemment, Yvan l'a dit tout à l'heure, on peut toujours nourrir des regrets parce qu'évidemment, il y avait un grand coup à jouer. Et si on avait mieux géré
notre entame de compétition, notamment face à la Suisse, mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Et je pense que cela doit interpeller les dirigeants du football camerounais, qui doivent de comprendre qu'une compétition, on y va avec de la stratégie, on y va avec de la méthode, on y va avec un plan bien défini en amont pour pouvoir effectivement y rentrer avec des ambitions étape par étape. Le problème, c'est qu'au Cameroun, malheureusement, on s'est beaucoup trop focalisé sur le 7e match de la compétition, c'est-à-dire la finale, en oubliant qu'en fait, avant d'arriver en finale, il y a d'abord 6 autres matchs qu'il faut gagner. On a oublié de se dire que les matchs, c'est pourquoi on évoquait toujours la question de l'humilité en football, dans le discours de ceux qui dirigent le football camerounais aujourd'hui. Parce que s'ils avaient mis comme discours de base le fait que les matchs, ils vont les prendre les uns après les autres et les jouer à fond, je pense qu'il y aurait eu certainement une gestion un peu différente de cette compétition et qu'aujourd'hui, on serait certainement, peut-être, pourquoi pas même, peut-être premier de cette poule-là, qui sait, ou même deuxième, mais on serait de toute façon peut-être qualifié. Donc, il y a des regrets à nourrir et c'est aussi un message à l'endroit de ces dirigeants qui doivent comprendre qu'en réalité, le football a ses codes, on doit pouvoir les respecter et que le football, c'est sur le terrain et pas forcément dans les grosses déclarations de part et d'autre pour pouvoir haranguer les foules. Yvan Kamwa, est-ce que comme Alain, vous direz que c'est l'humilité qui a manqué à cette équipe? Vous l'avez relevé, c'est pratiquement l'une des plus belles Coupes du Monde que le Cameroun réalise depuis 2002. On a senti que ça pouvait passer quelque part. Qu'est-ce qui a manqué à ce groupe-là qu'on a pourtant bien senti sur cette fin de match face au Brésil? Au-delà de l'humilité dans le discours, je pense d'ailleurs que ça a été corrigé au fur et à mesure qu'on entre dans la compétition. Quand vous écoutiez les joueurs, c'était un discours beaucoup plus tempéré qui vous disait l'objectif c'est d'abord de sortir des phases de poule. Je pense qu'en termes de communication, même au niveau du top management de la fédération, on s'est rendu compte que le fait de marteler tout le temps qu'on va en Coupe du Monde pour jouer 7 matchs, ça ne nous aidait pas vraiment et ça nous mettait une pression supplémentaire dont on n'en avait pas besoin. Donc au-delà de cette humilité, je pense qu'il nous a manqué de la lucidité. Et je suis d'accord avec Alain Denis, quand vous rentrez dans une compétition, vous analysez les forces en présence. Vous regardez vos différents adversaires et vous vous dites quels sont les adversaires contre qui j'ai les meilleures chances de remporter la rencontre. Mais ça suppose que vous ayez fait une analyse en profondeur des forces en présence, des analyses personnalisées des joueurs, des équipes, les performances récentes des équipes. Essayez de voir contre ces équipes-là, quelle est l'équipe qui est la mieux prenable pour nous. Et je pense que la Suisse, on va toujours revenir à ce fameux match. Au-delà du fait que dans le contenu, la Suisse n'était pas l'équipe qui, sur le papier, était censée nous poser beaucoup de problèmes. Il y avait que c'était une entame de compétition. Et généralement, dans l'entame de compétition, la plupart des nations n'ont pas encore pris la mesure de la compétition. Et donc, à ce moment, vous voyez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de surprises lors de la première journée. La victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Algérie, la victoire du Japon face à l'Allemagne. Et je pense que le Cameroun, si on avait été beaucoup plus lucide dans l'analyse de notre parcours par rapport à notre objectif, de façon étapée, sur comment est-ce qu'on doit construire nos performances pour pouvoir sortir du premier tour, on aurait peut-être mieux négocié ce fameux match face à la Suisse. Si vous regardez d'ailleurs le comportement du Cameroun, vous verrez que après, on est entré dans la compétition, on était meilleur au fur et à mesure que les matchs évoluaient. Même ce soir contre le Brésil, on a été dominé, mais on réussit à gagner. Et c'est justement ça. Dans le temps de compétition, vous pouvez créer la surprise, mais je pense qu'au niveau de l'analyse du parcours, au niveau de l'analyse des forces en présence, le staff technique, à mon avis, n'a pas été suffisamment lucide parce que l'abnégation dont les garçons ont fait preuve aujourd'hui, si on fait preuve de la même abnégation contre la Suisse, je suis sûr qu'on ne perd pas ce match et on le gagne probablement. Et aujourd'hui, les discours sont différents. Alain Denis, on parle des responsabilités en cas d'élimination. On avait d'ailleurs promis de le relever. Vous avez parlé du manque d'humilité dans le discours des dirigeants. Mais est-ce que vous pensez qu'ailleurs, d'autres personnes pourraient être pointées du doigt sur cet échec? Parce que clairement, le Cameroun était parti pour disputer cette match. Mais là, après 3, c'est la porte. Oui, c'est la porte où questionner les responsabilités dans cette affaire, dans cette élimination du Cameroun. Et je pense qu'elles sont à mettre à plusieurs niveaux. Quand on voit ce que le Cameroun a fait dans cette Coupe du Monde, on a un peu l'impression que déjà avant la Coupe du Monde et même pendant cette Coupe du Monde, il y a un ensemble d'éléments, il y a un faisceau d'éléments qui tendaient à agir les uns sur les autres pour pouvoir maintenir l'équipe du Cameroun dans une situation permanente d'improductivité et même d'inefficacité. Et même d'échecs. Certains vous diraient que c'était programmé pour échouer. Je n'irai pas jusqu'à ce niveau, mais je pense qu'on était un peu inscrit dans une sorte de cercle vicieux de l'échec. Alors, parmi ces éléments-là, il y a effectivement des éléments qui sont des éléments de terrain, des éléments sportifs, et d'autres qui sont des éléments extra-sportifs, c'est-à-dire un peu en dehors du terrain. Alors, je vais commencer par le premier élément qui est l'élément du staff technique. Yvan l'a dit tout à l'heure,
c'est un staff technique qui malheureusement, et nous on a commencé à le dire depuis très longtemps, n'était pas à la hauteur de l'équipe du Cameroun, n'était pas à la hauteur de gérer l'équipe du Cameroun pendant une Coupe du Monde. Et on l'a bien si senti. ce staff technique la réalise l'une des plus belles Coupes du Monde du Cameroun depuis 2000. Oui, on est entièrement d'accord. Après, c'est peut-être par là, c'était un échec total. Oui. Paul Le Guen en 2010 était également passé par là, c'était un échec. Oui. Là, Oui, ce staff technique revient du Qatar avec 4 points. Oui, l'histoire ne retiendra malheureusement pas ça. L'histoire retient les gagnants, l'histoire retient ceux qui sont passés au prochain tour. Et donc, je pense que sur cet élément d'analyse-là, on retiendra aussi que autant ils ont eu 4 points, ils sont restés comme les autres qui avaient eu 0 points autrefois. Et malheureusement, c'est ce qu'on retiendra dans l'histoire. Quand on fera les stats sur le Cameroun dans le futur, on dira que l'équipe du Cameroun, malheureusement, pour la 6e fois consécutive, est éliminée encore en phase de groupe d'une Coupe du Monde après 90, où ils ont réussi à franchir ce palier-là. Donc, après le staff qui a été assez pas bon et même moribond dans ses choix tactiques et même dans le jeu, il faut pouvoir établir la responsabilité de ceux qui ont nommé ce staff-là. Et je pense que c'est de là que tout a commencé en fait. C'est là où l'échec du Cameroun pour cette Coupe du Monde a commencé, parce qu'on nous avait tous dit, et nous étions les premiers à le dire souvent, que la décision de nationaliser le banc de touche du Cameroun n'était pas une mauvaise décision en soi. Mais après, il fallait avoir le courage d'aller chercher les meilleurs Camerounais pour pouvoir les mettre à ce poste-là. Vous pensez que Rigobert Song n'est pas le meilleur aujourd'hui en tant que technicien local à pouvoir occuper le poste de sélectionneur? Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, affirmé partout où je suis allé, que Rigobert Song, malheureusement, n'est pas l'homme de la situation. Alors, n'était pas l'homme de la situation pour le banc du Cameroun. Son histoire dans ce domaine-là est assez éloquente. Elle témoigne clairement du fait qu'il n'était pas à la hauteur. Je ne vais pas rappeler l'histoire ici en vous disant ce qu'il a fait sur les A' et encore sur les U23. Donc, il y a ceux qui l'ont nommé, donc, qui quelque part ont leur part de responsabilité. Déjà pour l'avoir nommé, mais après, pour leur discours aussi, qui a été un discours, j'ai envie de dire, très hautain, un discours en manque et même en panne d'humilité. Et malheureusement, on se fait rattraper par cela aujourd'hui. Après aussi, il y a des aspects liés au terrain, et comme premier aspect lié au terrain, évidemment, il y a les cadres, qui pour ma part n'ont pas été au rendez-vous. Ouais. Quand on est équipe du Cameroun et qu'on va en Coupe du Monde, on doit compter sur nos cadres. Et nos cadres, c'est qui sur le terrain? C'est dans une certaine mesure le gardien André Onana et le trio d'attaque. C'est-à-dire que tu avais Bryan Mbeumo, qui est quand même un joueur qui joue la Première Ligue et qui est un joueur assez important depuis quelques temps dans cette équipe du Cameroun. Tu as Choupo-Moting, qui lui aussi est un joueur assez important de cette équipe depuis quelques temps déjà. Et à ses côtés, tu avais aussi Katoko Ekambi, qui dans cette Coupe du Monde a été complètement transparent. Alors, ces cadres n'ont pas été au rendez-vous, je parle aussi d'Zambo Anguissa, parce que dans des moments forts, dans nos temps forts, ils n'ont pas su nous apporter la petite plus-value qu'on attend généralement des cadres. Quand tu t'appelles Mbeumo, quand tu t'appelles Toko Ekambi, et que tu as les occasions qu'ils ont eues, Toko aussi, hein, et que tu as les occasions qu'ils ont eues face à l'équipe de Suisse en première période, je suis désolé monsieur, tourne ça comme tu veux, tu dois les mettre au fond. Tu dois sécuriser ton équipe. Donc en fait, ces garçons-là ont trahi l'équipe du Cameroun, dans une certaine mesure. On peut dire qu'ils ont trahi l'équipe du Cameroun. Vous parlez des cadres. Des cadres, en réalité, ils ont trahi l'équipe du Cameroun. Et à côté de ces attaquants-là, il y a Zambo Anguissa, qui nous fait quand même prendre 2 buts face à l'équipe de Serbie. Il a un marquage sur l'attaquant serbe, sur le deuxième but qu'on prend, le but de la tête qu'ils inscrivent, sur le premier but de la tête. Voilà, qu'on concède. Il est aussi un peu à la traîne sur le 3e but. Je crois qu'il tente le coup du sombrero sans avoir pris le deuxième. Voilà, sans avoir pris l'information sur les gens autour de lui. Donc, lui aussi à ce niveau, je pense que parmi les cadres, il a été vraiment complètement en dedans. Et il nous a un peu plombé la Coupe du Monde. Donc, pour me résumer, je crois qu'en termes d'éléments qui ont concouru à cet échec du Cameroun, il y a d'abord l'administration qui a été pas très bonne dans ses décisions au départ, dans nos décisions de prendre son comme sélectionneur, la décision de tenir un certain nombre de discours à la veille de cette compétition-là, des discours qui ont un peu, quelque part même, inhibé la réelle ambition du Cameroun, qui devait être celle de jouer les matchs les uns après les autres pour pouvoir gravir les échelons progressivement. Il y a à côté de cela les joueurs cadres qui n'étaient pas malheureusement au rendez-vous. Et enfin, il y a le sélectionneur qui lui aussi dans ses choix n'a pas été assez cohérent et même assez efficace. Yvan Kamoa, la compétition d'André Onana, d'Éric Maxime Choupo-Moting, de Kaltoko Ekambi, ou encore bien sûr de Franck Zambo Anguissa, Nicolas Nkoulou, les cadres de cette équipe. Si vous arrivez aujourd'hui à décrire, ou du moins à coller un mot à leur compétition, est-ce que vous penseriez, comme Alain Denis Ipoul, qu'ils n'ont pas été à la hauteur de cette 22e édition de Coupe du Monde de football?
Et bien sûr, je souscris totalement à l'analyse d'Alain Denis. Quand vous regardez le premier match, les deux occasions qu'on manque en première période, ce sont pratiquement des cadres qui sont fautifs des cadres du secteur offensif s'entend. Sur la deuxième rencontre face à la Serbie, c'est un peu pareil. Après avoir ouvert le score, c'est pas avant qu'on ouvre le score, on a quand même deux situations où on peut faire mieux. Si on est réaliste sur toutes ces occasions-là, le sort de ces rencontres-là est complètement différent. Comme il a dit, quand on est quatre, quand on est leader dans une équipe, il y a des leaders de vestiaire, il y a des leaders de terrain. Et malheureusement, ceux qui étaient censés être ces leaders de terrain, c'est-à-dire la locomotive qui était censée tirer le train Cameroun dans les moments de difficulté, malheureusement, on ne les a pas beaucoup vus. Choupo, c'est vrai, il réussit à inscrire un but, mais il aurait pu faire bien mieux que ça. Toko Ekambi, il est passé totalement à côté de sa compétition. On a l'impression que c'est la photocopie du Toko Ekambi qu'on a vu depuis la CAN et qui était sur une pente complètement ascendante. Zambo Anguissa, il a rappelé les deux buts qu'il nous fait prendre contre la Serbie et qui nous font aller à la mi-temps. Finalement, étant mené au score, alors qu'on était à 2 minutes d'aller à la pause, avec l'avantage au Maroc d'un but à 0. Et c'est un match complètement différent. Pour moi, la chose qui, par contre, vient gommer un petit peu ce bémol-là, c'est l'engagement, l'enthousiasme. On avait parfois critiqué le niveau d'implication de certains joueurs. Et là, je pense à Zambo Anguissa. Là, sur ce mondial, si on a vu un Zambo Anguissa beaucoup plus engagé, qui pouvait faire des erreurs, mais au niveau de l'engagement, au niveau de l'implication énergétique, d'abattage, d'efforts et tout ça, de contre-efforts, on a vu un Zambo Anguissa qui tranchait littéralement avec le Zambo Anguissa qu'on avait eu à voir dans les matchs précédents. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif sur le bilan de la compétition, qu'il y a certes beaucoup de points sur lesquels on a échoué, on ne va pas revenir là-dessus, on a essayé de faire un petit peu le tour, mais il y a des éléments sur lesquels, si on est un peu lucide, si on est beaucoup plus humble, on peut capitaliser sur ces éléments-là pour pouvoir bâtir un succès futur. Il y a la CAN qui arrive dans moins de 2 ans, c'est l'échéance la plus importante dans un temps relativement court. On devra aller dans cette Coupe d'Afrique des Nations là pour essayer, pourquoi pas, de la gagner, parce que cette Coupe d'Afrique sera de niveau très élevé. Je pense qu'on vivra peut-être la Coupe d'Afrique la plus relevée de l'histoire, parce que quand vous regardez le parcours des sélections africaines en Coupe du Monde, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, et vous vous dites quand même qu'à côté, il y a le Nigeria qui n'est pas là, il y a l'Égypte qui n'est pas en Coupe du Monde, il y a l'Algérie qui n'est pas en Coupe du Monde. Ça fait 8 équipes d'un certain niveau. Et je pense que cette Coupe d'Afrique des Nations, il va falloir trimer du pour la gagner. Et si le Cameroun espère faire mieux que la 3e place ici au Cameroun il y a quelques mois, il faudra justement construire sur les points positifs que vont nous offrir cette Coupe du Monde. Alain Denis Ecoul, on a parlé des manquements de certains cadres, mais sur les 3 matchs qu'on a regardés, qu'on a vus au Qatar, concernant bien sûr le Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas des points de satisfaction à relever clairement aujourd'hui? Oui, des points de satisfaction, il y en a forcément, notamment la charnière centrale qu'on a vue aujourd'hui face à l'équipe du Brésil. La charnière... Vous parlez d'Enzo Ibossé et Christopher Rowe. Nous l'avons réclamé pendant beaucoup de temps. Nous avons réclamé effectivement un garçon comme Christopher Rowe depuis très longtemps. Et malheureusement, le management n'étant pas très correct autour de notre équipe du Cameroun, on nous a imposé Nicolas Nkoulou, dont tout le monde avait déjà vu qu'il était arrivé au maximum de son utilité. Et je crois qu'aujourd'hui, quand tu vois ce que le jeune Wo fait, il sauve beaucoup de ballons, tu comprends directement qu'en réalité, on s'est trompé. Si les gens sont humbles en principe, ceux qui sont partis nous rappeler Nicolas Nkoulou devraient s'excuser auprès des Camerounais parce qu'ils nous ont fait beaucoup de mal, ou alors ils nous ont fait plus de mal que de bien en allant nous ramener Nicolas Nkoulou. Et ça me choque davantage, pourquoi? Parce que ce soit M. Eto'o, que ce soit M. Rigobert Song, c'est des gars à qui on a donné la chance, alors qu'ils étaient très jeunes. M. Eto'o va en Coupe du Monde 98 alors qu'il a à peine 17 ans. 17 ans. Rigobert Song va au Mondial 94 alors qu'il a 17 ans et 300 quelque chose de jours. Il était d'ailleurs le joueur le plus jeune de cette compétition. Il évoluait au Cameroun. Et on avait d'ailleurs la charnière centrale la plus jeune de la Coupe du Monde. 17 ans de moyenne avec Kala et Rigobert Song. Voilà. C'est des garçons à qui on a réussi à donner leur chance alors qu'ils étaient très jeunes. Mais j'ai été quand même surpris. Et même, je ne comprenais pas le choix qu'ils ont, ce qui leur est passé par la tête, pour qu'ils puissent aller nous ressusciter Nicolas Nkoulou de sa tombe, entre guillemets, tombe vraiment entre guillemets. Donc, quand tu as des mecs comme ça qui ont quand même réussi cet exploit-là d'aller te chercher Nkoulou, alors que tu avais quand même un WO qui flambait
pendant quelques temps, pendant ces 7 derniers matchs avec le Stade Rennais, tu te dis, mais où est-ce qu'on est? Et donc, tu peux nourrir des regrets aujourd'hui quand tu vois le match que Christopher Waugh te fait face à l'équipe du Brésil, qui, quand même, il faut dire qu'en termes de potentiel d'attaque, était quand même supérieur à ce qu'on a vu autrefois avec la Suisse de Mbolo et la Serbie de Mitrovic et autres. Donc, je trouve que pour ma part, s'il y a des satisfactions à noter, c'est évidemment cette charnière centrale. Après, on ne sait pas ce que ça va donner pour les autres matchs en termes de capacité pour les deux à jouer ensemble, mais il est quand même clair, il est évident que sur ce qu'on a vu individuellement de chacun d'eux, c'est des garçons qui ont quand même qui sont des futurs titulaires en puissance à ce poste de défenseur centraux là. Après, dans l'entrejeu, évidemment, Zambo a beaucoup couru aujourd'hui et c'est Yvan qui relevait tout à l'heure le fait que Zambo soit plus désormais généreux dans les efforts, qu'il soit plus volontaire, qu'il soit plus engagé. Et c'est tout bénéf pour l'équipe du Cameroun. En attaque, évidemment, on a vu qu'Aboubacar peut être, enfin, reste et demeure toujours ce buteur-là qu'on a connu autrefois. C'est vrai que physiquement, on a tous vu aussi que ça ne tient plus forcément, mais quand il est dans des situations de finition, il est le meilleur Camerounais dans cette situation-là aujourd'hui. Ça encore, on l'a vu. Et je pense que pour l'avenir, on devrait pouvoir capitaliser sur ces éléments-là et comprendre que désormais, Aboubacar, c'est plus forcément le mec qui va te jouer 90 minutes, mais des 20-25 minutes qu'il pourrait avoir sur le terrain, s'il en a une, il va la mettre au fond. Et donc, je pense que pour moi, ce sont des éléments importants et positifs qu'on pourrait relever dans cette Coupe du Monde aujourd'hui. Yvan Kamoa, un mot sur la Coupe du Monde de Vincent Aboubakar, celui-là qui a été pratiquement vomi après la Coupe d'Afrique des Nations par de nombreux Camerounais qui préféraient Éric Maxime Choupo-Moting, mais en phase finale de Coupe du Monde. C'est 2 buts, une passe décisive. Un mot sur la prestation du capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Je pense qu'au final, c'est le Camerounais qui sort de cette Coupe du Monde avec la performance la plus aboutie. Et ces performances nous donnent raison parce que quand on estimait que Vincent Aboubakar n'a plus le coffre, ce n'est pas parce qu'on a un problème personnel avec le joueur. C'est parce que quand vous analysez son comportement sur le terrain, quand il est titulaire, généralement après le retour de la première période, il ne vous sert plus à grand chose sur un terrain parce que sur le plan athlétique, il n'arrive plus à faire les efforts qu'il faut. Regardez le match contre la Serbie, quand il rentre, étant sur le banc, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sa sortie après le match où il expliquait comment est-ce qu'il a pu, sur ces 2 actions-là, mettre en difficulté la défense serbe. Du banc de touche, il a observé, c'est un joueur expérimenté, il a 31 ans bientôt, il a plus de 10 ans de carrière professionnelle déjà. Donc du banc de touche, il avait déjà identifié quelles étaient les failles. Il fallait plonger dans le dos des défenseurs. Voilà, et quand il est entré, c'est exactement ce qu'il a fait. Les gens se sont mépris en estimant sur ce match-là que Aboubakar était un joueur de profondeur. Non, ce n'est pas un joueur de profondeur, c'est que de façon circonstancielle, il a identifié la faille de l'adversaire et il a exploité la faille. Vous verrez d'ailleurs que sur les 10 minutes qui ont suivi son entrée, on a réussi à égaliser et juste après, il est encore retombé parce qu'il est rentré dans son registre normal qui est attaquant axial. Et ça a été un peu ce qu'on a vu sur pratiquement la totalité de la rencontre aujourd'hui avec Choupo-Moting où c'est une association où lorsque les deux sont alignés, ils n'arrivent pas vraiment à donner la plénitude de leur potentiel. Donc je pense que Vincent Aboubakar aujourd'hui, on peut le garder en équipe du Cameroun, mais plus absolument comme... Dans un rôle de joker. Dans un rôle de joker. Il peut y avoir des matchs où il commence, mais honnêtement, il est plus utile lorsqu'il entre. Parce que le peu de fraîcheur qu'il a encore dans les jambes, il peut le mettre sur 20-25 minutes à fond. Et on a vu son instinct de buteur peut nous aider à n'importe quel moment de la rencontre. Oui, vraiment, en quelques mots, vous n'allez pas me le refuser. Dans le rang des responsabilités qu'on a établies aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas dédouaner le public camerounais. Et nous, on le dit. Le public également est responsable. Oui, le public est quelque part responsable de ce qui s'est passé cette fois-ci du côté du Qatar et avec cet échec. Parce que nous faisons un travail au quotidien, un travail qui est un travail d'alerte, un travail parfois de critique positive. Alors, mais le public camerounais a très vite fait de dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, ce public dans une critique, ça veut dire que c'est une critique qui n'est pas constructive. Juste parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Alors, si le public camerounais avait compris à un moment que les critiques que nous faisons, c'est pour que le Cameroun puisse avancer et que les gens qui dirigent notre football puissent s'améliorer, je pense que les choses se seraient peut-être mieux passées aujourd'hui. Quand on a commencé à dire depuis très longtemps, quand Mohamed est là à côté de moi, il est au courant de cela, quand on a commencé à dire depuis très longtemps que Rigobert Song, par exemple, n'est pas à la hauteur de l'équipe du Cameroun, les gens sont montés sur nous. On nous a vilipendés, on a tout dit de nous. Qu'on n'aime pas la fédération, on n'aime pas Samuel Eto'o, on n'aime personne. Comme si, en fait, le dire fait de nous des moins Camerounais que quelqu'un d'autre. Quand on a commencé à dire aux gens qu'en réalité, certains choix d'hommes qui ont été effectués par ce staff technique pour la Coupe du Monde sont des choix très discutables et des choix qui ne sont pas du tout bons,
les gens sont montés sur nous pour nous dire tout et rien à la fois, disant que nous n'aimons pas le Cameroun. Mais aujourd'hui, quand on arrive à voir ce qui s'est passé au Qatar, parce que nous, dans le même temps, nous avons aussi critiqué le discours de Samuel Eto'o quand il a dit qu'on va jouer, aller pour jouer 7 matchs. En fait, ce que nous disions, c'est que, mais avant de jouer 7 matchs, joue d'abord un. Ouais. En football, ce qu'on dit, c'est qu'on gagne, on joue les matchs des uns après les autres. Mais quand tu sautes 6 matchs et que tu vas sur le 7e match directement, mais ce qui t'arrive généralement, c'est ce qui nous est arrivé là. C'est qu'en fait, tu es tellement focalisé sur le 7e match que tu oublies qu'il y a 6 autres matchs sur lesquels tu dois donner tout à fond. Donc aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est aussi quelque part la conséquence d'un public qui n'aime pas être bougé dans sa zone de confort, qui n'aime entendre que ce qu'il veut entendre. Ouais. À qui, quand tu dis des choses qui ne sont pas qui vont pas dans le sens de ce qu'il veut entendre, tu es directement étiqueté comme anti-Eto'o, anti-tel, anti-tel. Non. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Oui. Nous aimons tous ce pays. Nous travaillons tous au quotidien pour que le pays avance. Alors, il ne faudrait pas que les gens se disent que peut-être il y a des gens qui sont moins camerounais, qui sont là pour déstabiliser le Cameroun. Non. Donc, sincèrement, pour ma part, je pense que si on avait eu un public un peu plus exigeant envers les dirigeants, un peu plus compréhensif de nos critiques que nous faisons au quotidien, certainement que cette Coupe du Monde serait passée autrement parce que la pression que nous mettons au quotidien à nos dirigeants aurait été plus comprise et intégrée par ces dirigeants-là qui, malheureusement, avec un public qui supporte tout ce qu'ils font, même quand ils sont dans le tort, dans la bêtise, ça fait qu'aujourd'hui, ils sont confrontés dans leur position de maladresse parfois et les conséquences, c'est qu'on peut jouer un match contre la Suisse, un match à notre portée, ils le perdent parce qu'on nous a dit que non, ceux qui sont là sont les meilleurs, ils dirigent bien, tout ce qu'ils prennent comme décision, c'est les meilleures décisions du monde. Yvan Kamoa, à l'image d'Alain Denis-Koul, est-ce que vous pensez que le public également a sa part de responsabilité dans cet échec du Cameroun? Oui, je suis totalement. Et d'ailleurs, si vous parcourez la toile, vous verrez que généralement, lorsqu'il y a des annonces qui sont faites, des annonces médiatiques qui nous annoncent communément sur un plateau, oui. Il y a tout de suite des étiquettes qui sont collées disant que c'est une émission où on va littéralement découper. Mais en fait, c'est que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que quelque part, si vous poussez l'analyse même plus loin, oui. Moi, ce type de réaction me font souvent dire que le Cameroun n'est même pas encore prêt à se développer. Parce que les pays qui sont développés sont des pays où les dirigeants subissent, parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit de contrôle de l'action publique. Ceux qui sont à la fédération exercent un rôle, c'est-à-dire qu'ils sont dans un rôle... Gestion d'un bien public. D'un bien public. Et nous, qui sommes le public de la société camerounaise, les citoyens camerounais, nous devons exercer ce droit critique. Oui, parce que c'est ça qui leur permet de s'améliorer. Si vous avez un enfant qui va à l'école, qui a 10, 11 de moyenne, le jour où il descend à... qui a 11, 12 moyenne, le jour où il descend à 10, si vous n'avez pas la lucidité en tant que parent, de voir que tiens, il est quand même dans la moyenne, mais il a régressé, il peut aller de 10, il tombe à 9, il tombe à 8, et après ça devient difficilement rattrapable. Donc, quand on le fait, ce n'est pas parce qu'on est moins patriote que les autres. Non, ce n'est pas ça. Et souvent, je ne sais pas quels sont les éléments de mesure du patriotisme. Je ne sais pas si le patriote, c'est celui qui veut que ça se passe bien, qui critique pour que ça se passe bien, ou c'est celui qui encourage lorsque ça ne se passe pas bien pour que ça continue à se passer de plus en plus mal. Donc, il faudrait qu'on se compare. C'est pour ça que je parle, j'estime que le public aussi a sa responsabilité dans ça. Parce que quand vous voyez le match que fait la charnière Ebosse, Christopher Wo, qui n'a jamais joué ensemble, qui n'ont jamais joué un match de coupe. Et nous, on a toujours réclamé cette charnière-là. 22, 23 ans. Vous vous dites, mais si ces enfants avaient joué depuis, peut-être le résultat aurait été différent. Vous voyez Christopher Wo, lorsqu'il a le ballon... C'est l'axe qui n'a pas pris de but. Oui, au début de cette coupe du monde. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin que c'est quand il joue. Et on les a toujours réclamés, non. Qu'on ne prend pas de but. On a été quelquefois mis en difficulté sur ces rencontres. Allez regarder le nombre d'interventions en 1 contre 1 que Christophe Wo a fait par exemple. Les sauvetages. Le nombre de sauvetages que Ebosse par exemple a fait dans ce match, ça nécessite du coffre sur le plan athlétique, sur le plan physique. Un Koulou par exemple, dans le même match, le sort de ces actions peut être différent. Regardez la manière dont le Cameroun a joué. On a vu un bloc du Cameroun qui était parfois très haut. On réussissait à aller chercher les Brésiliens haut parce que vous avez une défense qui pousse son milieu. Oui. Mais si vous avez des défenseurs centraux qui tout le temps sont 2 mètres en arrière par rapport à la dernière ligne défensive. Et parfois derrière le gardien. C'est problématique. Ça veut dire que là, vous avez un bloc qui est condamné à être toujours bas. Et là, ça nous met en difficulté. Donc, parfois, les critiques qu'on fait sont mal perçues. Et là, c'est un appel à la conscience de tous. Ben oui. Lorsque des gens font des critiques, il ne faudrait pas voir ces critiques avec des a priori.
essayer d'être lucide. Et parfois, malheureusement, nous, Camerounais, nous manque de la lucidité. Un peu comme notre staff technique sur le début de la compétition. Bah oui. Il nous manque de la lucidité pour pouvoir voir certaines choses clairement en face. Imaginez dans ce match, quand on a dit en début de compétition que le casting n'avait pas été bien fait. Si Christopher Waou Castelletto se blesse, vous faites entrer qui? C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai estimé que cette victoire en sortie de compétition, c'est toujours bien de sortir d'une compétition par une victoire. Même si vous êtes éliminé, ça dose quand même le niveau de découragement qu'il peut avoir, de déception qu'il peut avoir. Et le match que ces deux ont fait, Christopher Waou, Castelletto et Bossé à l'Axe, doivent nous interpeller par rapport aux critères de sélection dans notre équipe et aux critères de choix de ceux qui jouent les matchs. Parce que quand vous dites quand même qu'il y a Evan Dika qui est meilleur défenseur en Bundesliga la saison dernière et qui n'est pas dans cette équipe, il y a des Jean-Claude Bilon qui ne sont pas là, les Oman Gonzalez qui ne sont pas là. Ramener tous ces gens, ce n'est pas un trop-plein. Ouais. C'est un stade de la concurrence et ça permet à tout le monde d'élever son niveau. Et si individuellement chacun élève son niveau, c'est le niveau collectif de l'équipe qui va évoluer. On a une bonne équipe. L'Afrique, au départ de cette Coupe du Monde, avait officiellement donc placé 5 représentants à l'issue du premier tour. Il n'en reste plus que 2. Le Maroc et le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana ayant été bien sûr éliminés prématurément dès le premier tour. Messieurs, avant de sortir de cette émission de débrief, on va rapidement dire un mot sur le gardien de but. Davis est passé, qui avait la lourde responsabilité de remplacer le gardien titulaire André Onana. Écarté du groupe Lyon Indomptable pour indiscipline. Alors, lorsque vous regardez les 2 matchs de Davis et Passy à l'an dernier, quel regard jetez-vous sur ses prestations? Bon, je pense que de façon assez globale, il fait de belles prestations. Quand tu vas en Coupe du Monde en tant que deuxième gardien et que tu joues pour le Cameroun, généralement, tu ne t'attends pas à jouer la moindre minute. Parce qu'on n'aura pas 6 points sur 6 lors des 2 premières rencontres. Et donc, il est difficile pour toi d'être aligné. Mais lui, il a appris qu'il allait être titulaire la veille du match contre la Serbie. Il est entré, il a joué, il a fait son match, il a pris 3 buts certes. Mais ce n'est pas forcément des buts sur lesquels sa responsabilité peut être personnellement engagée. C'est des buts que tout gardien aurait pu prendre, peut-être un, le deuxième notamment. Mais même sur ce deuxième but, je pense qu'il ne voit pas bien le départ du ballon. Du coup, il est un peu floué dans son intervention. Donc, mais aujourd'hui, par contre, il nous sort un clean sheet, il fait un match vraiment sans faute. Auteur quand même de quelques arrêts décisifs. Voilà, décisif, voilà. Il est imposant dans les airs, il est bien dans ses sorties de balles. Parce qu'on disait aussi que le jeu au pied, c'est vrai que ce n'est pas du niveau de Nana quand même, mais il nous sort quand même quelques ballons bien au pied. Dans ses interventions, il était assez correct dans les airs comme sur le sol, sur sa ligne. Il était assez performant. Donc, je crois que c'est quelqu'un sur qui on peut construire pour l'avenir. Ouais. D'après certaines de nos informations, on entend qu'il y a des chances que peut-être André Onana mette fin à sa carrière internationale. Et si cela se confirme, évidemment qu'il y a une solution de rechange qui est à côté. Après, il y a toujours la question du championnat dans lequel il joue. En Arabie Saoudite, quand même, ce n'est pas un championnat des plus compétitifs du monde. Mais sur ce qu'il a montré dans ce mondial, il a quand même montré qu'on peut être en Arabie Saoudite et être performant dans les matchs de très haut niveau comme les matchs de Coupe du Monde, notamment contre la Serbie et contre la Suisse. Donc pour moi, pour chuter définitivement, c'est un gardien sur qui on devrait pouvoir compter pour l'avenir, du moins s'il a réussi à assurer sur ces 2 rencontres. Yvan Kamwa, est-ce que vous pensez que Davis et Passy peut faire oublier André Onana? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore fixés sur son avenir en sélection nationale. Il a été écarté avec bien sûr la possibilité qu'il prenne très prochainement sa retraite internationale. Est-ce que dans la durée, vous le voyez s'imposer véritablement en tant qu'un véritable titulaire, indéboulonnable, inamovible? Bon, déjà, il faut dire qu'on ne le découvre pas. Il a quand même joué 80% des qualifications pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations pendant qu'André Onana était suspendu. Et donc, durant cette période-là, il a démontré. Il a d'ailleurs trouvé moins serein sur cette Coupe du Monde que lors des matchs que j'avais vus pendant les éliminatoires. Peut-être dû à la pression de la Coupe du Monde. C'est sa première Coupe du Monde. Il entame sa compétition, il découvre la compétition dans un contexte particulier, mais ce n'est pas un mauvais gardien, ce n'est pas un pied carré. Et je pense que sur ces 2 matchs qu'il a joués, en dehors du deuxième but qu'on prend face à la Serbie, Alain l'a souligné tout à l'heure, il n'est pas fautif d'énormes erreurs. Après, il n'a pas les mêmes qualités qu'André Onana, ce n'est pas peut-être le même niveau.
Mais en même temps, si André n'est plus là en sélection, on ne va pas se morfondre. Et d'ailleurs, il est homme du match. Voilà. Sur cette rencontre face au Brésil. Voilà, parce qu'il a fait beaucoup d'arrêts. Je l'ai dit, le Brésil nous a dominés, on a parfois été mis en difficulté. Il a sorti 2-3 arrêts qui nous ont maintenus à flot dans cette rencontre-là. Donc, je pense qu'il a le niveau pour évoluer dans les cas du Cameroun. Après, le niveau du championnat dans lequel il évolue peut être un problème parce qu'en termes de compétitivité, mais quand vous mettez sur la balance les hommes avec qui il est en concurrence, ils ne jouent pas, excepté André Onana, les autres ne jouent pas non plus dans des championnats terribles. Donc pour moi, si André n'est plus là, et pas si par le passé a démontré qu'il avait du coffre, on va simplement continuer à jouer avec lui. Continuer à jouer avec Davis et Passy, homme du match d'ailleurs au sortir de cette rencontre entre le Cameroun et le Brésil. On rappelle bien sûr le score de la rencontre. 1-0 pour les Lions indomptables du Cameroun, but inscrit à la 92e minute sur un coup de tête du capitaine du Cameroun, Vincent Aboubakar. Le Cameroun qui s'impose, mais le Cameroun qui malheureusement ne verra pas les huitièmes de finale. Le Cameroun qui termine donc à la 3e position, les qualifiés de ce groupe G. Première position pour le Brésil, deuxième la Suisse, troisième Cameroun, 4 points. Bon dernier, la Serbie qui n'a réussi qu'à faire un seul match nul pour 2 défaites tout au long de cette compétition. Messieurs, on va sortir par là une dernière question et certainement un dernier tour de table. On parle de la compétition des sélections africaines. Je le disais d'entrée, l'Afrique a placé 5 représentants au départ. Il n'en reste plus que 2, le Sénégal et le Maroc. La Tunisie, le Cameroun, le Ghana sont passés tout près de cette qualification-là. Comment résumez-vous, là, pour l'instant, la Coupe du Monde des sélections africaines? Yvan Kamwa. Je pense qu'il y a eu du mieux par rapport aux éditions précédentes dans l'attitude, dans la qualité de jeu, dans l'état d'esprit. Il y a eu du mieux. Et je pense que ça a été la première fois de l'histoire qu'à l'entame de la 3e et dernière journée des phases de poule, aucune nation africaine ne soit éliminée. Il n'y avait aucune nation africaine qui était éliminée après 2 journées. Et je pense que ça, c'est inédit. Et d'ailleurs, beaucoup de nations comme la Tunisie ont perdu leur qualification dans les dernières minutes. Le Ghana qui a perdu sa qualification dans les derniers instants. Et le Cameroun qui aurait pu encore se qualifier jusqu'aux derniers instants de la rencontre-là. C'est assez bonificateur par rapport au niveau d'évolution globale du football africain et par rapport à la manière dont les Africains, les pays nations africains appréhendent les Coupes du Monde. J'espère simplement que ce ne sera pas un cas isolé de l'histoire et que lors de la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis et au Canada, on va voir des nations africaines beaucoup plus nombreuses dans les phases d'élimination directe. Et ça sera en 2026. En année cool. Le premier tour des sélections africaines, un mot quand même sur ces prestations qui pour certains ont été encourageantes, d'ailleurs dans l'ensemble ont été encourageantes, mais décevantes dans la fin parce qu'on se dit que clairement il y avait de la place pour aller chercher un 5 sur 100 à l'issue de ce premier tour. Hélas, ça ne s'est pas passé comme prévu. Oui, je pense qu'Yvan l'a dit tout à l'heure, il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux dans les résultats des nations africaines. Il faut quand même dire que le Maroc a réussi à battre quand même l'équipe l'équipe de la Belgique, l'équipe de la Belgique 2-0. Ce n'est pas rien qu'une équipe africaine réussisse à battre une équipe européenne, une grande équipe européenne en pleine Coupe du Monde. Deuxième au classement FIFA, ce n'est pas rien. Le Maroc termine quand même premier de sa poule. Ça aussi, c'est un peu inédit. Je crois depuis 1998, une équipe africaine avait pu terminer première d'une poule en Coupe du Monde depuis le Nigeria en 1998. Ça fait 24 ans aujourd'hui. C'est aussi un gros exploit. Après, moi, je voulais plus véritablement revenir sur l'ensemble de ces nations, mais j'aimerais m'arrêter sur le Cameroun pour dire qu'en fait, c'est une leçon que les autres Africains nous envoient là, à travers cette Coupe du Monde encore. Ils nous montrent que, en fait, nous avons été les premiers, la première équipe africaine à franchir une phase de groupe de la Coupe du Monde, c'était en 90. Par contre, 32 ans plus tard, on n'a plus rien fait. Ça suppose qu'on est resté dormir sur nos oreillers. On a pu véritablement travailler. En 8 participations, jusqu'ici, on a franchi une seule fois. Une seule fois, on a pu travailler. C'est 2 fois. C'est 2 fois déjà. Je crois que le Ghana, c'est 3 fois aussi. Le Nigeria aussi, ça doit être 2 fois. 2 fois. Le Maroc aussi. Donc, ça montre qu'en fait, en 32 ans, nous avons été premiers, mais on a stagné. On n'a plus rien fait. C'est la raison pour laquelle je reviens encore sur les critiques que nous faisons au quotidien, pour dire aux gens qu'en réalité, ces critiques que nous faisons au quotidien, c'est pour que le Cameroun puisse avancer. C'est pour que l'équipe du Cameroun puisse, à un certain moment, se remettre en question. Que ceux qui nous dirigent puissent se remettre en question et se dire que l'objectif, c'est pas de faire de gros discours.
des discours pompeux, des discours vaseux, à tort et à travers. Mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir s'améliorer avec le temps. Aujourd'hui, les Camerounais vont vous dire dans la rue que « Ah, on a eu 4 points. Ah, on a battu le Brésil. » Mais moi, je m'en fous de tout ça. Mais si on veut compétir contre le Brésil, mais qu'on gagne la Serbie et la Suisse et qu'on passe phase de poule, je suis preneur. Mais malheureusement, alors curieusement, dans la Andokoti, à la poste centrale, on vous dirait aujourd'hui que non, on a fait une belle Coupe du Monde parce qu'on a battu le Brésil. Alors, je pense qu'à un moment, il faut qu'on se regarde souvent sur la glace et qu'on se dise et qu'on se pose des bonnes questions. Et je crois que la bonne question, c'est qu'en 32 ans, qu'est-ce que nous avons fait en termes de progression dans les Coupes du Monde? Voilà une 6e où on va et où on sort au premier tour. C'est là la vraie question. La vraie question, ce n'est pas ce qu'on a fait face au Brésil, mais la vraie question, c'est effectivement de pouvoir travailler davantage pour pouvoir s'améliorer et redevenir ce qu'on a été autrefois dans le football mondial. Merci à vous, Alain-Denis Ekoul, pour Je vous en votre prie. contribution dans Merci. le cadre, bien sûr, de ce débrief de match. Merci. Yvan Kamoa, merci également. C'était un plaisir de vivre cette rencontre à vos côtés, messieurs. Ben, le plaisir était partagé et on reviendra toujours avec le même plaisir. Voilà, c'est donc terminé pour la Coupe du Monde, ou du moins pour les Lions indomptables du Cameroun qui sortent de cette 22e édition de Coupe du Monde de football à tête haute. Les chances du continent africain restent pratiquement les mêmes. 2 sélections seront engagées pour la suite de la compétition. On suivra de près les prestations des Lions de la Teranga du Sénégal. Le Sénégal, bien sûr, qui affrontera l'Angleterre et le Maroc de son côté qui affrontera l'Espagne en 8e de finale. De gros morceaux pour cette sélection, mais nous sommes convaincus qu'il y a une marche de progression clairement qui a été franchie et que ces sélections-là iront très loin, mais alors très loin dans cette compétition. Cameroun, Tunisie, Ghana, vous n'avez pas démérité. L'Afrique est fière de vous. Vous avez valablement représenté le continent. Merci à vous d'avoir été nombreux à l'écoute de ce programme sur les antennes de Seafood Cameroun. Portez-vous bien. Bye bye.